Benoît Côté, CPA. Je suis natif de Saint-Siméon. Quand Joanne m'a contacté il y a quelques semaines, elle m'a dit viens jaser avec les gens parce qu'ils vont avoir plein de questions. Hier, j'ai contacté Joanne, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de questions. Donc, espérons qu'on va trouver tous ensemble des questions pour rendre ça un peu plus intéressant et convivial. Donc, moi, ici, j'ai commencé en affaires, on ne dira pas l'année, là, mais début des années 2000. Donc, j'ai commencé à mon compte personnellement. Et il y a tout près de 4 ans, j'ai pensé à la relève et je me suis adjoint des actionnaires minoritaires avec moi. Donc, Mario Lavoie, CPA, qui est dans le secteur de Baie-Saint-Paul, Claude Bouchard, CPA aussi, qui est dans le secteur de la Malbaie, sont des actionnaires minoritaires avec moi et éventuellement vont prendre la relève de Benoît Côté, CPA Inc. Nous sommes près de 30 employés, incluant les actionnaires, et nous avons une masse salariale de 1,4 million dans Charlevoix. C'est quand même intéressant pour la création d'emplois. Chiffre d'affaires de tout près de 3 millions. Donc, je dois vous dire qu'il n'y a rien d'impossible quand on y croit, quand on veut. Moi, j'ai commencé avec la première année 60 000 de chiffre d'affaires. Donc, ça peut vous dire qu'il faut quand même avoir une fibre entrepreneuriale, mais il ne faut quand même pas désespérer. Puis, il y a eu des aléas, bien entendu. J'ai fait des acquisitions au fur et à mesure des années. On a pris de la croissance. Donc, tout ça pour vous dire que ça me fait plaisir d'être ici ce midi pour répondre à vos questions. S'il y en a, de toute façon, Joanne, je pense que tu en as prévu. OK. Donc, je vais essayer de répondre du meilleur de mes connaissances. C'est sûr que ce ne sera pas des cas particuliers. On va essayer d'y aller de façon générale. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, peu importe, que ça touche la comptabilité, la fiscalité, des états financiers. Et je vais essayer de vous vulgariser tout ça pour vous permettre de mieux vivre dans votre entreprise, puis d'arrêter de se stresser avec la portion financière des entreprises, parce que ça fait partie de la vie. On aura toujours à faire face à cette comptabilité. Donc, je te laisse la parole, Joanne. Bien, je vais partir pendant que vous avez encore tous, vous êtes encore en train de manger. Je poserai la première question, Benoît. Quelle est la forme juridique d'entreprise que tu recommandes? Est-ce que c'est enregistré, incorporé ou quelque chose d'autre, coopératif? Quelle est la forme d'entreprise juridique qui est la plus intéressante et la plus sécuritaire aussi? OK. Comme je te disais, Joanne, la plupart des questions, je vais peut-être dire non, oui, peut-être, ça dépend. La première question que tu me poses, c'est « ça dépend ». Un individu seul peut partir son entreprise individuelle et 2 individus peuvent partir une entreprise individuelle qu'on appelle souvent une société en participation ou une société en nom collectif. Je crois que moi, au niveau juridique, je ne m'étendrai pas énormément sur le niveau juridique comme tel, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que au niveau fiscal et au niveau comptabilité. Au niveau comptabilité, c'est sensiblement la même chose qu'on se soit une entreprise individuelle ou soit une société par action ou une société en nom collectif. On a quand même les mêmes règles à respecter. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit rendre compte aux autorités gouvernementales et quand on a une entreprise individuelle, il faut rendre compte de façon annuelle sur base d'année civile et c'est la déclaration d'impôt personnel qui fait en sorte qu'on déclare nos revenus et nos dépenses de l'entreprise. Donc, si un client vient me voir puis est déjà avec un travail rémunéré puis il se part en parallèle d'une entreprise et ce n'est pas trop important comme bénéfice net, on va peut-être commencer sous forme enregistrée, sous forme d'entreprise individuelle. Et ça peut peut-être être intéressant parce que les pertes qu'on va faire de façon individuelle au démarrage start-up d'une entreprise peuvent être passées à l'encontre de tout autre revenu personnel. Alors que si on est dans une corporation, on ne peut pas prendre les pertes et nous les donner personnellement. Donc ça peut être un point de vue intéressant. Et ce qu'on va faire aussi ensemble, le client avec moi, c'est qu'on va essayer de déterminer le budget d'opération, c'est-à-dire quels sont les revenus attendus et les dépenses en essayant de dégager le profit après rémunération du propriétaire.
Parce que si, après rémunération du propriétaire, on ne dégage pas des profits importants, je ne crois pas que ce soit intéressant de s'incorporer autrement que penser au niveau juridique. Au niveau fiscal, ça commence à être intéressant de s'incorporer. Quand on dit incorporer, c'est une société par action. L'individu va être propriétaire d'actions qui lui donnent le droit d'opérer une société par action. Et dans cette société par action-là, l'individu, lui, va opérer son entreprise, mais va réaliser des profits, et ces profits-là, après s'être rémunérés, vont être conservés dans l'entreprise, dans la corporation, à des taux d'impôt plus bas, pas mal, parce que si on regarde les entreprises présentement, on parle de 13 de revenus, 13 sur le revenu d'entreprise, alors que l'individu va payer peut-être 52-53 au maximum. Donc, c'est quand même non négligeable. Ça veut dire que si je dégage un profit de 30 000 puis je suis imposé à 10 par exemple, ça va me donner 3 000 d'impôts. J'ai 27 000 que je peux réinvestir dans l'entreprise sous forme de société par action. Et si je l'ai de façon individuelle, ce 30 000-là, bien, je vais perdre 15 000 d'impôts automatiquement. Donc, il y a quand même un coût-bénéfice là, à s'incorporer. Et ça peut être intéressant, mais je pense que c'est plus du cas par cas à ce niveau-là. Au niveau juridique, c'est quand même intéressant parce qu'une société par action, on est limité à sa mise de fonds si on n'a pas endossé, bien entendu, les prêts, les marges de crédit, les emprunts bancaires, et si, bien entendu, on n'a pas de responsabilité particulière au niveau de certaines dettes. L'autre chose, c'est quand on a une société par action, on a des responsabilités en tant qu'administrateur. Ça veut dire qu'on part ensemble, on part une société par action, je deviens administrateur, l'autre, mon copropriétaire devient administrateur. Et si on ne respecte pas les déductions à la source, les règles sur l'impôt, on peut être poursuivi et on peut être responsable, même si la société par action fait faillite à ce niveau-là. Donc, de façon générale, on peut parler d'une entreprise individuelle, mais remarquez que moi, j'ai des gens, ça fait 25 ans qu'ils sont mes clients, qui sont encore en entreprise individuelle. Ça va très bien là, à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus du cas par cas, de façon générale. Mais, donc, entreprise individuelle, soit société en non collectif. Société en non collectif, c'est beaucoup plus rigide comme véhicule au niveau fiscal et au niveau juridique. Donc, ça demande une convention d'associés. C'est beaucoup plus rigide. C'est plus difficile. Au niveau de la comptabilité, c'est un petit peu plus ardu comme suivi. Puis au niveau fiscal, c'est un peu moins, dirais-je, un peu moins flexible. Au niveau des corporations, sociétés par action, au niveau fiscal, il y a des choses particulières qu'il faut faire attention. C'est principalement, les gens ont tendance à payer des affaires personnelles par leur société par action. Ce n'est pas comme l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, on va payer des choses personnelles à même notre entreprise. Ça n'aura pas d'impact comme tel, mais par contre, dans une société par action, ça peut avoir des impacts. Donc, la rigidité au niveau de l'application des lois sur les dépenses, entre autres les avantages imposables, la rigidité au niveau des déductions à la source, au niveau de la taxe de vente, c'est un petit peu plus restreignant au niveau des sociétés par action. En gros, c'est un peu le tour au niveau du choix comme tel. Oui? Attends, je vais arriver avec un petit micro. Ah oui, ben oui. Avant de boucher. Ah, mais il n'y avait pas fini en plus, je me rends compte. Oui, Audrey, tu peux y aller. Juste que je voulais comme, tu sais, réserver ma place. Non, mais c'est parce que j'ai une autre question. Oui. Par rapport à quelque chose d'autre. Ah, pas de problème. C'est pour ça. Je peux continuer. Non, vas-y. T'as fini? Non, oui, vas-y. Ah, OK. Ben, parce que moi, c'est vraiment plus débutant, je crois, comme question, mais il n'y avait pas de niveau pour le tirer, je crois. Donc, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre le taux d'imposition marginal et le taux d'imposition moyen, ou en tout cas, ça, moi, j'ai beau lire, je comprends pas. Je relis, je comprends pas. Je relis. De façon générale, le taux que tu dis moyen d'impôt, c'est ta dépense d'impôt sur ton total de revenus. Admettons, je gagne 30 000 j'ai payé 4 000 d'impôt au total fédéral provincial, donc c'est 4 000 sur 30 000, c'est un taux effectif, OK? Mais le taux marginal, c'est combien va te coûter le prochain dollar après 30 000.
Ça veut dire que si tu gagnes 30 000 et 1 $, le taux marginal est de combien? À 30 000, il est à peu près de 35-36 %. Mais à 80 000, il est de 48 %. Ça veut dire que ça te coûte plus cher de gagner à un certain niveau en impôt qu'à un autre niveau inférieur. Et ça permet aussi que lorsqu'on gagne un certain montant, admettons qu'on est un employé et on gagne 50 000 par année, on a un taux marginal d'à peu près 38-40 %. J'ai souvent la question, si je prends un REER, combien ça va me donner de retour d'impôt? Le taux marginal, 38 % du 10 000, 3 800. C'est pas compliqué. Là. Donc, un taux marginal te dit le taux applicable sur le prochain dollar gagné. Est-ce que c'est plus clair? Mais le prochain dollar gagné à partir de quand? Au Québec et au fédéral, les taux sont en escalier. OK? Donc, il faut connaître quand même les escaliers. Oui. Je pourrais te les donner tout à l'heure, mais c'est un petit peu particulier. Là. De 0 à 20 000, tu as un taux. De 20 à 25 000, tu as un autre taux. T'sais, les taux sont en escalier et tu peux l'appliquer. Il existe des chartes, même sur Internet, tu pourrais trouver des chartes de taux marginal sur l'impôt des particuliers. Est-ce que ça pourrait même aller jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai une augmentation de salaire, mettons, de 2 000 $ et que mon net soit plus bas qu'avant? Si je fais, par exemple, 48 000 et que je suis imposé à un taux marginal, j'ai une augmentation de 2 500, mettons, donc j'arrive à 50 500. Est-ce que ça se peut que mon net soit plus bas qu'avant mon augmentation? Bonne question, Joanne. Effectivement, si tu changes d'escalier, comme on dit, tu as pris la dernière marche, bien là, peut-être que ton premier dollar va te coûter plus cher que tes 10 premiers. Donc, à ce moment-là, tu peux tomber sur un taux marginal tu peux passer de 38 % à 44 %. Là, tu as un 6 % de plus que par rapport à ce que tu gagnais avant. Ça a un impact énorme. Des fois, ce n'est pas très avantageux d'avoir une augmentation à certains niveaux. On peut avoir des avantages autres. Puis, il y a l'aspect aussi de tout ce qu'on appelle l'aspect familial. Parce que quand on dépasse un certain niveau, il existe des courbes qu'on s'aperçoit qu'on gagne un certain montant, mais on perd le crédit de TPS, on perd le crédit de TVQ, on perd les allocations pour enfants. Donc, on vient de gagner 2 000 $ de plus, mais on a perdu 1 500 $ direct. Donc là, à ce moment-là, ça peut avoir des impacts importants. Moi, j'ai des gens qui vraiment modulent au niveau quand tu as 3 ou 4 enfants, ça peut jouer de façon importante sur les augmentations de salaire à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Claude, ensuite Monsieur Lanchis. Juste pour un travailleur indépendant, disons, qui commence son entreprise, à partir de quel montant, comme par exemple 70 000, 75 000, quel montant de revenu vous lui recommandez de se partir une compagnie? OK. Comme je disais tout à l'heure, on s'incorpore quand on commence à avoir des surplus après rémunération du propriétaire. Si on prend un exemple simple, là, on ne mêle pas les choses, mettons que j'ai un chiffre d'affaires de 100 000, j'ai 40 000 de dépenses directes, ça me fait 60 000, puis ma rémunération en tant que propriétaire, c'est 60 000. Donc là, je vous dis, on ne s'incorpore pas, ça ne vaut pas la peine, puisque je vais vous faire un salaire de 60 000 dans une corporation, je vais tomber à zéro, puis vous allez avoir votre T4, ça va être la même chose qu'être un travailleur autonome, au départ. Par contre, si vous me dites, je fais 200 000 de chiffre d'affaires, j'ai 75 000 de dépenses, il me reste 125 000, je paye mon salaire, indirectement ma rémunération, puis j'ai un surplus après rémunération de l'ordre d'une quarantaine de mille, ça commence à être intéressant. Moi, je dis à mes clients, 30-40 000 soutenus d'excédent après rémunération, ça commence à être le temps de s'incorporer. Et ça se fait en tout temps, là. Ça se fait sans impact fiscal. C'est-à-dire que tu peux avoir des actifs d'entreprise, on peut les transférer dans une société par action en faisant ce qu'on appelle un roulement d'actifs. La loi fiscale le permet pour reporter l'impôt plus tard. Donc, ça veut dire que vous disposez d'un véhicule, vous disposez d'un terrain, d'une bâtisse en faveur de votre compagnie. Bien, l'imposition ne se fait pas à ce moment-là, il se fait subséquemment et reporté dans le futur. Mais je vous dirais 30 à 40 000 de surplus après rémunération du propriétaire, ça commence à être intéressant. Merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à
on entend parfois les entreprises qui démarrent, et on dit que les premiers 200 000 ou 500 000 sont exonérés d'impôts. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça et dans quel cas ça s'applique? Parce que moi, j'ai entendu ça à quelques reprises, mais je n'ai jamais vu vraiment d'entreprise qui bénéficiait de ça. OK. Ça a déjà existé il y a quand même plusieurs années là, au Québec, là, en démarrage start-up, qui avait des économies sur les 5 prochaines années, puis il n'y avait pas d'impôts. Mais présentement, là, je pourrais vous dire qu'en 2023, ça n'existe pas. Par contre, le taux d'impôt des corporations est modulé. Il est modulé de 0 à 500 000. Donc, on parle de 13 % pour une entreprise qui fait de 0 à 500 000, qui est du revenu d'entreprise. Quand je parle de revenu d'entreprise, ce n'est pas du revenu locatif comme un immeuble. Si je mets un immeuble locatif dans une société par action, ce n'est pas du revenu d'entreprise. C'est du revenu locatif et ce n'est pas imposé à 13 %. Et je vous dirais même que 0 500 000, 13 %, si votre entreprise est dans la fabrication-transformation, on voit ça souvent, puis les gens n'y pensent pas. Exemple, un restaurant, il peut avoir une partie de son chiffre d'affaires qui est vraiment réalisée sous forme de transformation, fabrication. On peut aller un cordonnier, un boucher, il y a de la transformation, et on bénéficie à ce moment-là encore d'une baisse du taux d'impôt. Et au Québec, on va approcher de 0 % dans certains cas. Donc là, ça peut être intéressant quand on parle de la fabrication. Mais de façon générale, ce n'est pas zéro. Et quand on arrive à 500 000 et plus de revenus d'entreprise, on paye du 26 %. On perd la déduction pour petite entreprise. C'est quand même intéressant quand même, pareil, là, à 26 %. Mais si c'est du revenu locatif ou du revenu de dividendes, des fois on entend ça, la compagnie avait des placements, a fait des dividendes, bien, le revenu, il va être imposé et taxé à gros taux, qu'on appelle à 52-53 %. Est-ce que je peux prendre Oui, on peut faire, oui. Présentement, on a beaucoup de demandes pour des petites entreprises qui s'intéressent à prendre en main leur tenue de livre à l'intérieur de l'organisation. Et on sait qu'il y a une prolifération de logiciels, QuickBook, Acomba, etc. Donc, les gens, la relation que le comptable a avec les entreprises qui prennent en main leur comptabilité, quoi vos conseils, votre approche avec ces entreprises? Moi, personnellement, là, depuis que je pratique, j'ai toujours favorisé l'entrepreneur en lui disant « J'aime mieux que ce soit toi qui fasses ta propre comptabilité. » Depuis les 20 dernières années, j'ai eu beaucoup de clients qui ont eu des problèmes de fraude, d'erreur relativement à de la comptabilité qui est donnée en externe à des gens qui n'ont pas nécessairement la responsabilité et ils ne sont pas nécessairement professionnels. De façon générale, ce que je dis à l'entrepreneur, je dis « Tu es la meilleure personne placée pour comprendre ce qui se passe dans ton entreprise. C'est sûr que si tu n'aimes pas les chiffres, si tu n'aimes pas la comptabilité, ça, c'est une autre chose. Mais de façon générale, ce que je conseille, c'est le plus proche possible de l'entreprise, la comptabilité doit se faire. Ça peut se faire par informatique, ça peut se faire manuel, ça peut se faire avec un chiffrier Excel, ça peut se faire avec un logiciel QuickBook, Acomba, simple comptable, nommez-les, il y en a énormément. Ils sont tous corrects, là. Je veux dire, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Tous répondent aux besoins, mais ça demeure que l'opérateur du logiciel, il faut vraiment qu'il comprenne un peu la comptabilité. Ça, c'est sûr. Mais de façon générale, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est d'être le plus proche possible de leur comptabilité pour savoir exactement ce qu'il y en a, puis éviter de faire des paiements directs par quelqu'un qui n'est même pas dans l'entreprise. Donc, on perd le contrôle. Il y a beaucoup de contrôles qui sont perdus à ce niveau-là. C'est quand même important au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Excellent, merci. Dans cet esprit-là, dans la mesure où un entrepreneur est allergique aux chiffres, je en connais quelques-uns, je ne les nommerai pas, mais est-ce qu'il y a un titre comptable, comme par exemple technicien ou quelque chose, est-ce qu'il y a un titre qui nous permettrait d'être rassurés en engageant ou en donnant à l'externe notre comptabilité sans la donner à un bureau comme le vôtre? OK. Je veux juste expliquer, Joanne, au départ, que
nous autres, on a du service bureau de comptabilité. En vertu du code de déontologie, nous autres, on ne peut pas faire la comptabilité d'un client et lui sortir un état financier de style rapport mission d'examen. Il faut avoir des procédures à l'interne et des contrôles de qualité rigides pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des conflits d'intérêts ou des erreurs qui peuvent se produire à l'interne. Donc, moi, ce que je dis, on en fait du service bureau, on va faire de la comptabilité mensuelle, day to day, à jour, on n'en fait pas. Donc, on est très loin des dépôts, on ne touche pas aux documents sources, le code de déontologie ne nous le permet pas. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait votre comptabilité et qui touche aux documents sources, c'est-à-dire, bon, il va faire les chèques, il va faire les dépôts, il va faire les retraits, il va tout faire de façon... Ça c'est un petit peu risqué. Donc, nous autres, c'est défendu, c'est une interdiction. On ne fait pas ça. Tout ce qu'on fait, c'est de la comptabilité a posteriori. Tu viens me porter tes documents le mois suivant, je te fais le mois précédent. Donc, je te fais le minimum nécessaire. Mais quelqu'un qui haït vraiment la comptabilité, qui ne veut pas s'investir à l'intérieur de toute la procédure administrative, il existe des gens qui sont quand même doués. Là, je veux dire, il y a des techniciens en administration. Tu n'es pas obligé d'avoir un titre là, pour la tenue de livre, en autant qu'on garde un certain niveau de contrôle sur sa comptabilité. La comptabilité comme telle, c'est de la compilation tout simplement de chiffres. Okay? Par contre, si on donne l'autorisation à notre teneur de livre ou teneuse de livre, entre guillemets, à ce moment-là, bien, si on lui donne toutes les autorisations et on n'a pas de contrôle, on risque d'avoir des petits problèmes. J'en ai vu assez fréquemment. Merci. Une autre question de la salle? Oui, Claude. Quand tu es entrepreneur, tu as le choix de te payer en dividende, ou tu peux aussi te payer un salaire, ramasser la RRQ, puis continuer en dividende par la suite. Il y a différentes formules. Entre 100% de dividende et prendre son maximum de RRQ et continuer en dividende, qu'est-ce que vous recommandez? Okay. Ça dépend. Je l'avais dit, hein? Ça dépend. OK. Tout d'abord, ça dépend de la personne qui va me demander ça. C'est les actionnaires. Cette personne-là qui a un certain âge, mais qui pense avoir des enfants, si je la rémunère en dividende seulement, je vais avoir un problème de RQAP. Donc, la personne qui va avoir une grossesse, va avoir des enfants, n'aura pas de RQAP si elle est rémunérée en dividende. Donc, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas systématique. Le taux marginal maximum pour le dividende est de 42 %. Le taux du salaire est de à peu près 53 % de taux maximum. Il n'y a pas énormément d'économies et on dirait que ça se rétrécit depuis quelques années, ça diminue. Mais pour répondre à votre question, c'est pas blanc, c'est pas noir, ça peut être gris. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de contribuer à sa régie des rentes. À tout le moins, si quelqu'un gagne 75 000, aller chercher le maximum potentiel pour la régie des rentes et peut-être se rémunérer en dividende forcément pour la différence. Peut-être une certaine économie d'impôt. Ne pas oublier que les dividendes, ça ne donne pas droit au REER. Ce n'est pas du revenu gagné. Le salaire est un revenu gagné, donc qui permet d'avoir une cotisation permise au niveau du régime enregistré d'épargne retraite. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est totalement payé en dividende, c'est sûr qu'il ne payera pas énormément d'impôts, parce que je peux vous dire, moi, quelqu'un qui gagne à peu près 42 000 seulement de dividendes, pas d'autres revenus, ne paye pas d'impôts au fédéral, en paye à peu près 15 à 1800 au Québec. Donc, c'est quand même intéressant. Puis là, on parle de dividendes qui peuvent... Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on parle de dividendes déterminés et non déterminés. Il y a des dividendes qui sont non déterminés et déterminés. Les déterminés permettent de gagner un peu plus parce que le crédit est plus important. Mais de façon générale, ce n'est pas une recette magique. Je pense qu'il faut l'analyser cas par cas. Moi, j'ai des clients qui disent qu'ils ne croient pas à la régie des rentes, ne veulent rien savoir. C'est sûr qu'au départ, si on a une aversion de la régie des rentes, on est peut-être mieux de rééquilibrer en fonction des dividendes. Mais il faut faire attention à tous les programmes sociaux possibles. Le REER, entre autres, puis je parlais du RQAP. J'ai eu des catastrophes avec ça, des gens qui pensaient avoir droit à le RQAP puis ne l'avaient pas. En plus, quand on parle de rémunération sous forme de dividendes, et si on n'est pas seul et unique actionnaire, il peut y avoir des problèmes de répartition. Hein, parce que si vous voulez 40 000, puis vous êtes à 25 % puis l'autre
est à 75 ça va prendre un méchant dividende, là, parce qu'il va falloir sortir les 3 fois 40 000 pour l'autre. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui est possible, là, qui est possible dans certains cas. C'est quoi la différence entre dividende déterminé? OK. Je vais essayer de La question, c'est dividende déterminé, non déterminé. OK. Excusez. Je vais te vulgariser ça le plus possible. Les dividendes non déterminés, c'est les dividendes généraux sur du revenu d'entreprise de 0 à 500 000. Donc, c'est de l'accumulation de profits de 0 à 500 000 dans une compagnie. Des dividendes déterminés, ce sont des dividendes qui proviennent de sociétés publiques, entre autres. On peut avoir une compagnie de gestion de placement pour lesquelles on reçoit des dividendes qui sont déterminés. Ces dividendes-là sont imposables à un taux plus élevé, mais avec un crédit plus élevé, ce qui fait que le taux marginal net est beaucoup moindre que le non déterminé. Mais en général, si vous avez une société qui fait du revenu locatif, des immeubles, vous allez générer du profit à l'intérieur de la société. Les profits vont rester dans la société, on va se verser du dividende. Et si on a payé du gros taux, ça va être du dividende déterminé. Alors que du revenu d'entreprise ordinaire, entre guillemets, là, c'est du revenu de dividende non déterminé. D'ailleurs, il existe 2 comptes là, dans les sociétés par action. Il faut le suivre. C'est plus compliqué un peu. Je rappelle que c'est comptabilité 101, fiscalité 101. Donc, si Benoît dit des choses qui vous semblent être dites en chinois, n'hésitez pas à poser la question et à demander une explication en français, s'il vous plaît. Il y a une autre question du public ici. Est-ce que le fait d'être payé en dividende a un effet, exemple, sur le revenu familial, tu sais, sur les conjoints, sur les allocations familiales liées aux enfants? La même chose. La même chose. Ça s'ajoute au revenu familial. Ça pénalise tous les programmes sociaux. Ça joue de la même façon. Par contre, ça ne donne pas de droit à des REER et des programmes sociaux qui ne sont pas potentiellement possibles avec des revenus de dividendes, tout simplement. Revenu de dividende, les gens, on dirait qu'ils pensent que c'est la panacée, là, mais ce n'est pas nécessairement la panacée. Puis il y a des gens, là, des caisses ici de Desjardins qui pourraient vous le dire. Faut équilibrer correctement la rémunération. Ça peut être intéressant. Mais c'est sûr, quelqu'un qui est à la retraite, des dividendes, ça peut être intéressant. Parce que la règle, quand on tombe à la retraite, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un PL fin, là, je ne suis pas un planificateur financier, mais moi, j'ai toujours la retraite. Quand tu es à la retraite, tu prends de l'argent que tu as économisé libre d'impôt, ton dépôt à terme, tu le manges. Après ça, tu vas aller manger ton impôt de tes REER, de tes FER et de ta société par action sur lesquelles tu vas moduler sous forme de dividende. C'est possible de moduler à ce niveau-là, c'est intéressant. Et c'est possible, les planificateurs financiers le font très bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que sur mon T5, lorsque je verse un dividende, le montant déclaré est plus élevé que le montant que vous avez encaissé? Oui, OK. Bien, c'est la mécanique de l'impôt sur le revenu des particuliers. Le dividende de 1 000 $ que vous allez recevoir va être imposé en 2022, c'est 13 % si ma mémoire est bonne, à 113 %. Donc, vous allez avoir 1 130 et vous allez avoir un petit peu plus loin dans les cases sur votre T5 un crédit. Le crédit pour dividende vient rétablir le taux d'impôt relativement au dividende et il va faire en sorte que le dividende est moins imposé que du salaire. C'est une mécanique tout simplement de calcul. Donc, le dividende est majoré et il y a un crédit pour dividende au niveau de la déclaration d'impôt des particuliers. Merci. Bienvenue. Autre question? On a reçu une question du public la seule question qu'on a eue en amont, et c'était qu'est-ce qui est le plus souvent oublié dans les rapports d'impôt? Les particuliers? Particuliers entreprises, idéalement, oui, ici pour les entreprises, là, principalement. Des revenus, les gens oublient de déclarer les revenus. Donc, l'impôt des particuliers, les choses importantes que je dirais, c'est souvent des petites choses, mais qui sont quand même payantes pour le particulier. Exemple, les frais médicaux, les gens ne connaissent pas les règles de déplacement dans un centre hospitalier à l'extérieur de la région, à plus de 40 km. Si vous avez une confirmation de rendez-vous, vous pouvez réclamer votre kilométrage, vous pouvez réclamer des frais de stationnement, des fois même les gens qui vous accompagnent, vous pouvez réclamer des frais de repas.
quelqu'un souvent là, qui a beaucoup de traitements en cancérologie, là, qui est souvent à Québec, entre autres, qui va y aller 8-10 fois par année, ça a quand même à faire des bons montants. Ce qu'on voit aussi, c'est souvent des oublis de feuillets qui ne sont pas déclarés. Ça crée des problèmes. Les gens ne pensent pas aussi au fractionnement des pensions, des revenus de pension pour les personnes plus âgées. De façon générale, maintenant, l'impôt des particuliers est beaucoup systématique. On a beaucoup de feuillets qui sont émis directement par l'employeur, par le ministère. Il y a de moins en moins d'oublis. Je pense que c'est surtout au niveau des entreprises que souvent on oublie des choses particulières comme des dépenses qui sont de nature d'entreprise. Je pourrais dire même que les travailleurs autonomes ne sont pas habitués de faire, ils font le saut là, quand ils ne sont pas habitués, à payer la Régie des rentes du Québec. Ça, c'est vraiment une cotisation qui est importante que le travailleur autonome paye. Il fait énormément de sauts à ce moment-là parce qu'il paye la part employé-employeur. Pour les corporations, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus... je dirais les gens font rarement leur déclaration d'impôt de la société par action eux-mêmes. C'est un petit peu plus complexe. Puis nous autres, on s'assure de mettre en branle toutes les dépenses, les crédits qui sont disponibles pour le client comme tel. Nous autres, on a développé des méthodes, on a ce qu'on appelle des programmes de fiscalité dans lesquels on répond à des questions, puis automatiquement, ça nous permet de ne pas oublier certaines affaires au niveau des déclarations de l'impôt des corporations. Mais en particulier, c'est vraiment la situation de chacun, en fait, de façon générale. Question un petit peu plus technique. On est en entreprise, on parle d'entreprise, on parle éventuellement de transfert d'entreprise. On a des acquéreurs, on a des vendeurs, et je pense que ce serait peut-être bien de clarifier en quel mode c'est plus intéressant pour l'acquéreur acquérir des actions ou acquérir des actifs. Ce serait une première précision, mais pour y avoir travaillé quelques années, et vous êtes là-dedans, vous éventuellement en relève, le transfert d'entreprise à l'intérieur d'une même famille, il était pénalisé quand on achetait les actions de l'entreprise. Il l'est encore d'ailleurs. Ça l'est encore? Oui. Ça n'a pas évolué dernièrement, dans les dernières années, pour faciliter. Il y a le projet de loi C-218, si ma mémoire est bonne, 208-218, qui est encore pas accepté, pas encore voté, comme on dit. Ce projet de loi-là va permettre, dans les liens familiaux, d'exécuter, de réaliser son exonération de gains en capital sur des actions de petites entreprises entre individus liés. On est rendu tout près à 900 000, 890 000 à peu près, d'exonération de gains en capital qui est permis. C'est sûr que quand vous me parlez d'actions puis d'actifs, je ne voudrais pas trop embarquer dans le processus, c'est très, très, très complexe. Vendre des actions puis vendre des actifs, c'est totalement différent. C'est une approche totalement différente. Au niveau du transfert d'entreprise, quand on a une relève à l'interne, il y a des façons de faire. Ça peut être des employés, ça peut être des enfants aussi. Et il y a des façons de faire, des façons de procéder plus intéressantes dans certains cas. Si on vend à l'externe, c'est souvent le vendeur qui va axer plus la vente d'actions que la vente d'actifs, parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages pour le vendeur. Ce n'est pas nécessairement attrayant pour l'acheteur, mais ça peut l'être, tout dépendant. Mais de façon générale, la vente d'actions se fait assez bien au niveau du transfert d'entreprise et vente d'actifs aussi, ça peut arriver. Mais c'est très particulier là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, je me pose la question, si on n'ira pas là, si c'est pas une question pour les gens, mais est-ce que quand vous recevez vos états financiers de votre comptable, est-ce qu'il y a des affaires qui vous paraissent être du chinois dans vos états financiers? Personne? OK. On va passer la question. C'est gênant, mais non, c'est pas gênant. C'est pour ça qu'on fait cette réunion-là. C'est justement parce qu'on s'en doutait qu'il y avait des gens.
c'était du chinois. On ferait peut-être regarder un peu c'est quoi des états financiers, à quoi ça sert, comment les lire pour que vous puissiez tirer un profit, pas un profit financier, mais un profit mental de vos états financiers. On va essayer de simplifier ça le plus possible, mais je pense que... Puis n'hésitez pas à poser des questions parce que je réitère, il n'y en a pas des mauvaises questions, puis il n'y a pas des questions niaiseuses. On est tous passés par là un jour. Alors, si c'est aujourd'hui, tant mieux, on est là pour ça. Moi, je suis appelé souvent à présenter des états financiers, soit en Assemblée générale annuelle, la plupart du temps pour des organismes de la région réglementés. C'est souvent des périodes difficiles et vraiment plates comme présentation, là, je vous le dis sincèrement, parce que lire des chiffres, il n'y a rien de pire que ça. Mais moi, j'ai toujours pris l'approche d'essayer de vulgariser le plus possible les états financiers, parce que plus tu vois de chiffres, plus tu viens mêler, puis là, tu te poses la question, c'est quoi exactement? Donc, il y a 4 principaux états financiers qui sont à la base des états financiers comme tels. On a premièrement le bilan, on a l'état des revenus et dépenses, puis on a l'état des capitaux propres, bénéfices non répartis, et on a aussi l'état des flux de trésorerie. Bon, l'état des flux de trésorerie, je vous en fais grâce, je laisse ça aux banquiers, les autres aiment bien ça. L'état des flux de trésorerie, ils s'amusent avec ça, les autres. Le bilan, je pourrais vous dire de façon très simple, c'est quoi un bilan? C'est une photo de la situation financière de votre entreprise à une date donnée. Peux-tu le mettre à l'écran? Oui, est-ce que Oui. oui. Donc, vous avez un bilan, là, justement, devant vous. Donc, vous avez des actifs à long terme, à court terme, c'est un total, puis vous avez en contrepartie un passif puis un avoir des capitaux propres. Bon. Donc, un bilan, c'est une photo de la situation financière. Donc, qu'est-ce que l'entreprise possède, qu'est-ce qu'elle doit et qu'est-ce qui lui reste. Si vous faites votre bilan personnel, ça va être peut-être plus simple de le comprendre comme ça. En général, on a un compte de banque, on a une maison, donc on a des actifs, des fois on a des placements, des REER, on additionne nos placements, puis on dit, on doit-tu de l'argent à quelqu'un? On doit notre carte de crédit, on doit notre hypothèque, puis après qu'on a fait la différence entre les deux, quand c'est positif, on a un avoir, des capitaux propres. C'est la valeur personnelle. C'est le même principe dans l'entreprise. Donc, on prend une photo de ce que l'entreprise possède et de ce qu'elle doit à une date donnée. Ça veut dire, 31 décembre 22, je fais le bilan de votre entreprise et voici ce qu'il y en est. Puis là, je vous présente ça au mois d'avril. C'est ce que j'ai toujours moins aimé dans ma job, c'est que je suis au mois d'avril puis je suis en train de vous montrer quelque chose du 31 décembre 22. Donc, avril 23 à 22, c'est plus le même bilan, ça change. Ça change constamment. Mais ça permet de connaître la situation financière. Ça veut dire que plus on a d'actifs, moins on a de passifs, l'entreprise se porte mieux. Moi, c'est l'état financier que je préfère. Les gens préfèrent plus l'état financier, l'état des revenus et dépenses. Donc, on va avoir l'état des revenus et dépenses qui vous donne. Elle devait être au début. L'état des revenus, c'est-à-dire vos revenus que vous avez faits moins les dépenses permises. Donc, ça veut dire que ça va vous donner ce qu'on appelle le profit, en réalité. Bon. Le chiffre d'affaires, le coût des produits vendus, bénéfices, dépenses d'exploitation. Donc, on a notre bénéfice. Si on prend un exemple simple, on fait un profit durant l'année. Ce profit-là, après avoir payé l'impôt, c'est un profit net. Il s'ajoute à la valeur de notre entreprise. Donc, année 1, on fait 20 000 de bénéfices nets. Ça s'ajoute à nos capitaux propres. Donc, on a fait 20 000 de profit qui augmente la valeur de nos actifs. Donc, bilan photo des actifs avec les dettes et la valeur de l'entreprise, un moins l'autre. Tandis que revenus-dépenses, c'est vraiment la rentabilité comme telle de l'entreprise qu'on peut déceler. On peut déceler les problèmes de rentabilité au niveau de l'état des revenus et dépenses, sur des résultats. Ça permet de voir que trop de salaire par rapport au chiffre d'affaires, peut-être dans les pourcentages, parce que tout dépendant du secteur, on va être dans le secteur de la restauration, puis on va dire, bon, normalement,
ton bénéfice brut, ça devrait jouer dans 65 %. Ta masse salariale ne devrait pas dépasser 38 % de ton chiffre d'affaires. Donc, il y a des targets là, à l'intérieur, des objectifs qu'il faut atteindre. L'état des résultats, ça permet de connaître la saine gestion de l'entreprise comme telle. D'accord? Et au niveau du bilan, ben, c'est plus ce qu'on accumule, ce qu'on a, puis ce qu'on doit. Puis de façon générale, j'ai souvent la question qui me dit j'ai pas une scène dans mon compte de banque, je suis sur la marge de crédit, j'ai fait un profit de 40 000, puis mon comptable, il dit faut que tu payes de l'impôt. Mais j'ai pas une scène. Comment ça se fait que je paye de l'impôt? Là, il vient me voir avec ça, il me dit c'est bien correct, tout est beau, tout est correct. Mais pourquoi j'ai pas une scène dans mon compte de banque, puis j'ai un profit de 40 000? Je devrais avoir 40 000 dans mon compte de banque. C'est pas vrai, ça. Il faut faire attention parce que la comptabilité au niveau des revenus et dépenses, il y a des choses qui ne passent pas aux dépenses puis qu'on paye avec notre compte de banque. Quand vous payez votre hypothèque, là, avez-vous déjà remarqué? C'est pas pour mal parler, mais l'hypothèque, au début, les premières années, on paye quoi? On paye des intérêts, on ne paye pas beaucoup de capital. Et à un certain moment donné, ça se renverse. Donc, une dette à long terme, quand on la paye, ce qui passe à l'état des résultats, c'est-à-dire à la dépense de l'état des revenus et dépenses, c'est seulement l'intérêt. Si vous avez payé beaucoup de capital, ça a sorti de votre compte de banque, mais ça ne vient pas jouer dans votre profit. Un autre exemple, vous avez fait l'acquisition d'une camionnette. Elle coûte 40 000, vous avez donné 20 000 comptant, puis vous avez financé le reste. Le 20 000, il vient d'où? Il vient de votre compte de banque. Mais il ne passe pas comme dépense dans votre profit. Donc, il faut faire attention. Il y a des nuances entre les deux, parce que les principes comptables permettent des choses. Puis là, le bénéfice qui sort n'est pas nécessairement une résultante de votre compte de banque. Ça pourrait arriver dans certains cas, dans certains organismes sans but lucratif, où on voit qu'il y a une comptabilité simple à ce moment-là. On voit qu'il y a des choses comme ça, que ça reflète le compte de banque comme tel, le compte d'encaisse. Mais c'est un indice quand même, si le compte d'encaisse n'est pas là, alors qu'on a réalisé correctement un profit. Il faut se poser la question de pourquoi. Et souvent, les réponses sont de nature investissement, immobilisation, capital sur la dette, des choses comme ça. Juste pour peut-être spécifier au niveau des états financiers, vous avez, oui, effectivement, vos états financiers finaux de fin d'année, que, comme Benoît disait, souvent il va les présenter 4-5 mois plus tard, mais vous pouvez aussi avoir à chaque mois, via votre technicien ou votre comptable interne, vous pouvez avoir à chaque mois un état de résultat qui vous donne exactement ces détails-là. Donc, vous pouvez suivre ça vraiment de près, puis pas attendre à la fin d'année et 5 mois après la fin d'année. Bien, c'est beaucoup plus réaliste. Ça permet de réagir à des problèmes qui se présentent à l'intérieur de l'entreprise. C'est souvent un indice là, au niveau de la gestion des stocks, tout dépendant du style d'entreprise que vous avez. Si vous gérez beaucoup de stocks, si vous êtes en fabrication, transformation, ça peut exiger là, peut-être beaucoup plus de détails mensuels. Si vous êtes dans la vente au détail et que vous n'avez pas de stock, c'est beaucoup plus simple de gérer votre résultat à tous les mois. Donc, ça serait intéressant, à tout le moins, d'avoir un état financier mensuel qui est préparé par la personne qui fait votre comptabilité pour permettre d'avoir une meilleure idée, un meilleur reflet de votre gestion puis de l'entreprise comme telle. Oui? Est-ce que les travaux, ça passe dans les dépenses? Pardon? Est-ce que les travaux sur un bâtiment, le bâtiment de l'entreprise... OK. Oui, ça peut jouer sur les dépenses. D'abord, ce qui joue sur les dépenses, c'est quand on appelle une dépense une charge d'opération, c'est vraiment quelque chose qui a permis d'entretenir, de réaliser du salaire qui permet de générer du profit, générer des revenus. Par contre, quand on investit un peu plus et qu'on va améliorer un actif, admettons que je refais la couverture, je change les fenêtres de ma bâtisse, j'améliore à l'intérieur, je refais des salles de bain, refais des bureaux. Donc ça, ces dépenses-là sont de nature capitale. Et ces dépenses-là ne passent pas aux charges de l'état des résultats. Ces dépenses-là vont s'ajouter dans votre bilan, vont s'ajouter à vos immobilisations. Et
la réelle dépense de cet investissement-là va se faire selon une méthode qu'on appelle l'amortissement. Donc, on va reprendre votre dépense. Si vous avez fait des travaux importants pour 20 000 sur votre immobilisation, bien, le 20 000 va passer à la dépense, mais sur un certain nombre d'années, selon le type de travaux qui est réalisé. Justement, par rapport aux immobilisations, est-ce que c'est pareil si on achète de l'équipement, par exemple? On achète un nouveau copieur, on achète 3 nouveaux ordinateurs, un nouveau serveur. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose? C'est le même principe, Joanne. Ça dépend toujours du montant. C'est sûr que la question qu'il faut se poser, est-ce que ça a une durée? Est-ce que l'équipement, l'actif que j'achète, l'ameublement de bureau a une durée de vie qui dépasse au moins 1 an? C'est sûr que si ça dépasse 1 an, je vais l'avoir dans 2-3 ans. C'est sûrement pas une dépense. Sûrement pas une dépense. Il y a des bonnes chances que ce soit une immobilisation, un actif. Question? Oui, Martin. Oui, donc, une petite question justement par rapport à ça, donc, par rapport aux dépenses qui sont capitalisées. Est-ce que vous êtes obligé, dans le fond, de les mettre, dans le fond, ce que le client pourrait acheter, mettons, de l'équipement, un nouveau camion et tout, qui serait capitalisé normalement, selon vos règles? Est-ce que vous êtes obligé, dans le fond, de vraiment le mettre, dans le fond, capitalisé? Parce que, tu sais, des fois, les clients nous disent, donc, j'ai fait, mettons, 200 000 de profit, j'ai acheté un camion 150 000, donc il me reste presque plus de profit. Est-ce que c'est réel, ça, ou est-ce que c'est... Non. Ou si vous êtes vraiment, par vos règles, dans le fond comptable, tenu de... Martin, si je te sors un état financier, rapport de mission d'examen que tu connais, que tu as déjà entendu, je dois suivre les normes comptables pour les missions d'examen. OK? Puis sous-jacent à ces normes comptables-là, il y a des principes, il y a des obligations qui nous disent que lorsque tu as un actif, il faut vraiment le capitaliser et choisir une méthode d'amortissement qui va refléter sa durée de vie utile. OK? Ça ne passe pas aux charges. Par contre, tu peux avoir des clients, des organismes sans but lucratif qui ont décidé de passer leurs acquisitions aux charges. Eux autres se le permettent, mais il va y avoir ce qu'on appelle des réserves au rapport. Parce que dans ce domaine-là, on procède beaucoup par budget de caisse. Donc, on a fait un budget, puis moi, mon budget, il faut que je le respecte, c'est comme ça. Eux autres, c'est des styles de subvention. Mais au niveau de l'entreprise privée, je dois suivre les règles, puis je ne peux pas passer un camion à la dépense. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas autorisé. Oui. Même, j'irais plus loin, même des fois, tu connais les crédits bail, on entend ça souvent. Nous autres, on appelle ça des immobilisations en location-acquisition. Tu peux avoir matériel roulant en location-acquisition. C'est une norme comptable qui nous oblige à capitaliser, même si c'est en location. Donc, on inscrit un actif et une dette correspondante. Ça, c'est au niveau des principes comptables. En fiscalité, c'est autre chose. Justement, quand on parle, mettons, de l'achat d'un véhicule, est-ce que c'est préférable de faire un achat ou de faire une location? Puis est-ce qu'il y a des mouvements au niveau de mémoire, je pense qu'il y avait un plafond qui était déductible de 700 ou 800 $, je pense, par mois. Le marché de l'automobile en général a augmenté de façon assez importante. Oui. Est-ce qu'il y a des modifications aussi? L'année passée, en 2022, l'ARC a haussé les seuils. On est rendu, je crois, à 1 100 $ par mois pour une location qu'on peut passer. Il a haussé le seuil aussi d'un véhicule à 34 000. C'était à 30 000. C'est quand même pas beaucoup encore. Bon. Votre question, c'était, est-ce que... Fiscalement, est-ce que c'est plus avantageux de faire un achat? Je donne l'exemple d'un camion. Oui. Achat, oui. Des véhicules de 70, 75 000, 80 000. Oui. Moi, ce que je réponds à mes clients, la plupart du temps, puis j'analyse avec eux autres, d'abord, je regarde le taux d'intérêt. Première chose. Donc, on va regarder la valeur de l'actif aujourd'hui versus les taux d'intérêt et les remboursements sur la dette. Au niveau fiscal, c'est souvent intéressant parce que si je le loue, ça passe immédiatement à la dépense, au niveau fiscal. Alors qu'au niveau comptable, on va l'amortir, ça c'est sûr. Mais au bout de la ligne, ça va donner la même chose. Que j'amortisse 30 000 ou que je passe mon locatif 30 000 à la dépense, dans un certain temps, ça va donner la même chose.
Je dirais, moi, que si on n'a pas de restriction tant qu'au kilométrage, on a l'intention de le changer assez rapidement. On n'a pas l'intention de le conserver. Le taux d'intérêt est acceptable. Ça peut être quelque chose d'intéressant en location-acquisition. Ça peut être intéressant. En financement, bien entendu, il y a des gens que vous connaissez qui ont toujours des autos, ça fait 10 ans qu'ils les ont, puis il y en a d'autres qui changent tous les 3 ans. Là. Donc, il peut y avoir une perte assez rapide. Là. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention. C'est peut-être le délai de détention de l'actif comme tel qui peut faire jouer. Justement, il y a de plus en plus de véhicules électriques, il y en aura de plus en plus. Est-ce qu'au niveau des entreprises, le remboursement des dépenses sur un véhicule électrique sont les mêmes? Genre, comme l'essence avait beaucoup augmenté, le gouvernement donnait 52 sous du kilomètre. Est-ce que c'est pareil au niveau si c'est une voiture électrique? Bien honnête avec toi, là, il n'y a pas eu de changement majeur. Ils devront peut-être se pencher sur le phénomène. Il y a des crédits qui sont donnés, des subventions à l'achat. Et il faut faire attention parce qu'il y a des subventions qui peuvent être perdues pour un entrepreneur qui va décider d'avoir un crédit directement chez le concessionnaire alors que c'est fait. Là, on peut perdre des avantages fiscaux. Donc, si vous avez à acheter un véhicule, je vous dirais, électrique dans un contexte d'entreprise, parlez-en à votre comptable avant d'aller chez le concessionnaire pour connaître les crédits intéressants qui peuvent être donnés avant de prendre la location de réduction du coût au niveau du concessionnaire. Ça vous fait perdre des choses intéressantes des fois. Au niveau justement du véhicule, c'est que ce serait plus avantageux de l'acheter par la compagnie ou de verser une allocation kilométrage pour l'utilisation du véhicule? Ma question primordiale, c'est est-ce qu'il y a une portion personnelle d'utilisation ou c'est 100% à faire? Mettons qu'il y aurait une portion personnelle. S'il y a une portion personnelle de plus de 10%, parce que là, vous êtes obligé, quand vous avez un véhicule, que vous l'utilisez en tant qu'employé actionnaire, de faire un registre de bord, c'est-à-dire détailler votre kilométrage face à votre odomètre. Si ça donne plus de 10% comme utilisation personnelle, je vous dirais, faites attention. J'aimerais mieux que ce soit acheté personnellement et refacturé directement la compagnie pour des frais de déplacement parce que vous allez être tenu d'avoir un avantage imposable important. On parle de 2% par mois pour l'usage. Donc, ça veut dire c'est 24% pour un auto de 10 000, ça fait 2 400. Donc, on parle de 70 000, ça fait 7 fois 2 400 d'avantages imposables pour l'usage, dans un cas de 70 000, pour l'usage. Et le fonctionnement, en plus, s'ajoute au kilométrage. Et en plus, ça ne baisse pas. Votre véhicule, en 1, 70 000, année 5, 70 000 encore. Donc, c'est un pensez-y bien, si on a une portion personnelle, parce que le véhicule va nous coûter cher là, au bout de la ligne. À l'inverse, si on achète un véhicule pour une entreprise et que c'est vraiment... Strictement pour fin d'affaires, c'est avantageux. Parce qu'on peut réclamer la TPS des véhicules. Oui. Mais il faut faire attention, c'est limité à 34 000, tout dépendant des véhicules. OK? 34 000 de réclamation? Non, 34 000 de montant, les TPS, TVQ sur 34 000. Oui, si tu achètes un 50 000, si tu ne réponds pas à la définition d'automobile, tu vas avoir un problème, tu vas être barré, bloqué à 34 000, puis tu n'as pas le droit de récupérer. Ton 34 000 seulement. 34 000 taxes. Mais si tu as payé 54 000, ben, tu perds 20 000, les taxes sur le 20 000, tu ne pourras pas le récupérer. Si tu ne réponds pas à la définition d'automobile. C'est un petit peu plus particulier, très pointu, mais en règle générale, c'est... exemple, je vais prendre une camionnette, souvent qu'on voit dans le domaine de la construction, les gens s'achètent une camionnette, ils vont le plaquer F, ils vont marquer le nom de la compagnie dessus, puis ils disent « Ah, 100% pour affaires ». Oui, 100% pour affaires. Est-ce que tu l'utilises pour transporter des employés? Est-ce que tu l'utilises pour aller sur les chantiers? As-tu un registre de bord? Là, quand on va répondre à tout ça, on va s'apercevoir qu'on a un problème. Ça ne répond pas à la définition d'automobile. Et là, à ce moment-là, on risque d'avoir des problèmes au niveau des catégories fiscales, puis on va être bloqué dans ce qu'on appelle une 10.1, puis avoir 34 000 maximum. C'est souvent oublié, ça, par les gens qui font de l'impôt, qui ne sont pas habitués d'en faire. Justement, mission d'examen ou encore un avis au lecteur. Okay. Qu'est-ce que tu nous recommandes? OK.
J'avais justement la question en tête avant de terminer. Je dirais, qui sont les utilisateurs de vos états financiers? C'est-tu Revenu Québec, Revenu Canada? Est-ce que c'est la Caisse POP, le CFE, la BDC? Il faut connaître les utilisateurs. En avez-vous besoin pour fin fiscale? En avez-vous besoin pour votre banquier? C'est la première question que je vous pose. Avez-vous des obligations gouvernementales de produire un type d'état financier? Souvent, on voit ça, on reçoit une subvention, puis ils veulent avoir minimum une mission d'examen, parce que le gouvernement veut avoir la preuve de certaines assurances. Donc là, la question que le propriétaire se pose, c'est est-ce que j'ai des utilisateurs particuliers? Donc, c'est la première question que je vais poser à mon client, qu'il soit nouveau ou ancien, qui se répète. Je veux dire, y a-t-il eu des changements au niveau de l'utilisation de tes états financiers? Ah, cette année, on pourrait peut-être penser, si tu ne penses pas en avoir besoin autrement, penser à avoir ce qu'on appelle une mission de compilation ou communément appelée un avis au lecteur. Il y a eu des changements, mais de façon générale, on dit un avis au lecteur, c'est le niveau d'assurance le plus bas qu'un CPA peut vous offrir. Donc, quand on achète un auto de base, elle coûte-tu moins cher que quand on met beaucoup d'options? Donc, ça coûte moins cher. Donc, un avis au lecteur coûte moins cher. Puis là, si vous ajoutez des options à un auto, on paye plus cher. Et le degré d'assurance augmente, on parle d'une mission d'examen. Je pourrais dire de plus en plus, depuis quelques années, on voit une tendance aux compilations, sauf dans certains cas. Je pense que le désavantage, c'est si un jour on a une mission de compilation, un avis au lecteur, puis on doit passer à une mission d'examen, c'est pas très, très cool, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est onéreux. Donc, il faut se poser la bonne question dans nos besoins. Si on est plusieurs propriétaires, on va avoir tendance à prendre plus une mission d'examen ou une mission d'audit, qui est un niveau plus élevé d'assurance, mais ça dépend de l'utilisateur, puis ça dépend des besoins des propriétaires et des actionnaires. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Tu augmentes ton niveau d'assurance, mais à partir de quel moment tu vas décider d'aller en jury comptabilité versus une mission d'examen? Vous voulez dire en audit? Non. Jury comptabilité? Mais là, on parle. Avec un jury comptable. Faire affaire à un jury comptable, c'est parce que vous avez des problèmes là, à ce moment-là, j'imagine? Exact, mais parce que vous, quand vous faites, vous ne détectez pas les fraudes, vous ne détectez pas... Non. Mais, je vais vous donner un exemple. C'est sûr que si on est tous les deux employés dans la même entreprise, puis on fait de la collusion ensemble, c'est pas parce que vous allez avoir une mission d'examen, une mission d'audit que je vais découvrir qu'il y a de la collusion. Ça ne s'écrit pas nulle part. C'est difficile à détecter. Puis c'est souvent de la fraude, c'est difficile à détecter, c'est quasi impossible. Mais on fait des procédés pour donner un niveau d'assurance aux utilisateurs d'état financiers, de leur permettre de prendre des décisions. Ça veut dire qu'on va préparer une mission d'examen pour une entreprise, on va préparer une mission d'audit des états financiers que vous allez remettre en tant que propriétaire à votre banquier, au CFE, et eux autres vont prendre des décisions quant à la rentabilité de votre entreprise et quant à leur investissement en termes de prêts ou d'investissements qu'ils vont faire autres, des prêts subordonnés ou sous forme de capital action ou peu importe. Mais le niveau d'assurance n'est jamais 100%, c'est impossible. Ce n'est pas une science exacte à ce niveau-là pour le niveau d'assurance. Mais la jury comptabilité, on fait affaire quand on a vraiment des problèmes de fraude, entre autres. On décide de faire de la comptabilité pour une entreprise quelconque, un travailleur autonome, c'est quoi la responsabilité? Tu sais, là, tu parlais de fraude, si l'entreprise a des façons malhonnêtes, c'est quoi la responsabilité du teneur de livre? Bon, le teneur de livre, nous autres, en tant que CPA, nous autres, on fait signer à notre client une lettre contrat dans laquelle on définit le travail qu'on va faire et on fait signer aussi, suite au contrat fait, une lettre de déclaration d'affirmation. Nous autres, en termes, parce qu'on est structuré, c'est un ordre, donc on a des responsabilités, on a de l'assurance professionnelle, mais on se doit de faire des règles particulières pour la protection du public, entre autres, okay? Et notre protection, bien entendu.
en termes de professionnels. Quand on parle de teneur de livre, je n'ai jamais vu d'entente entre le client et les teneurs de livre. C'est vos responsabilités. Je pense que pour le client comme tel, l'entrepreneur qui fait affaire avec quelqu'un qui fait ça à la maison, le seul recours qu'il peut avoir, c'est peut-être le code civil, là, mais c'est du jurisme. Je ne suis pas vraiment en mesure de dire si c'est quoi faire pour se protéger ou quoi faire d'autre. Mais si vous n'avez pas d'ordre, vous n'aurez pas d'assurance professionnelle. Vous allez avoir de l'assurance tout simplement civile pour essayer de vous protéger. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous êtes tenu responsable? J'ai vu des cas de fraude où le teneur de livre, il n'y a pas eu de poursuite. Mais c'est un pensez-y bien aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre justement la forme juridique de l'entreprise et le type d'état en bout de ligne que vous allez fournir? Donc, si tu es enregistré, est-ce que tu vas obligatoirement aller vers un avis au lecteur? Ou si tu es incorporé, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pas du tout, Joanne. Comme je te disais tout à l'heure, ça dépend des utilisateurs, de l'obligation que tu as de faire rapport. Donc, si toi, tu es tout seul dans ta compagnie, puis la seule obligation que tu as, c'est de produire des déclarations d'impôts fédérales, provinciales aux autorités gouvernementales avant 6 mois après ta fin d'année, bien, c'est la seule obligation que tu as. Tu vas exiger peut-être le plus bas niveau d'assurance parce que tu connais ton entreprise, tu connais tes affaires. Et à ce moment-là, en tant qu'utilisateur, tu es le seul utilisateur, tu vas exiger une mission de compilation, un avis au lecteur. C'est tout. Mais si tu es plusieurs actionnaires, dans certains cas, on voit des missions d'audit ou des rapports de mission d'examen. Est-ce que vous pouvez faire une mission d'audit aussi? Oui. Nous autres, on est maître de stage. Moi, je suis CPA auditeur, donc j'ai le droit de faire ce qu'on appelle des audits. Ici, dans Charlevoix, on en fait beaucoup au niveau statutaire, c'est-à-dire tu vas prendre les municipalités, c'est une obligation légale. Tu vas prendre le centre de services scolaires, tu vas prendre les hôpitaux, les CLSC, toutes ces choses-là, ces structures-là. Tu as aussi tous les organismes sans but lucratif qui ont plus de 250 000 de subventions. Il y a des obligations d'avoir des audits. Donc, on en fait énormément à ce niveau-là. De façon générale, on a quand même, je pourrais te dire, moi, dans notre pratique, nous autres, on a à peu près 25-30 d'audits. Ouais. En termes de coûts, sans dévoiler nécessairement les honoraires, mais on va de quel genre de range pour une mission d'examen? On va commencer par l'avis au lecteur, après on saute à la mission d'examen, puis après on tombe à l'audit. On parle de quoi? Je vais te prendre une entreprise en fabrication-transformation qui a un chiffre d'affaires de 40 millions, mettons. OK? Si on fait un audit, on va être à 40 000 $ par année à peu près. OK? Si on tombe en mission d'examen, on va tomber à peu près à 20 000 $ par année. Si on tombe en compilation, on va jouer entre 8 et 12 000 par année. 40 millions. Par contre, si je vous donne... Donc, ici, mais je veux dire, ça peut monter très haut. Mais de façon générale, moi, si je regarde en moyenne, ça joue entre 1800 et 2200, une compilation, une mission d'examen 2005, 3000 à peu près. Mais l'audit, on n'en fait pas beaucoup dans le privé. Moi, je veux savoir le fameux bénéfice non réparti. Oui. Là, on a nos écritures de régularisation, on met tout ça là-dedans. À quoi ça sert? Soit positif, négatif, qu'est-ce que ça impacte dans nos états financiers? Bien, ça le dit, par définition, bénéfice non réparti. Ça veut dire que le bénéfice, il n'a pas sorti de l'entreprise. Il s'accumule. C'est un compte d'accumulation de bénéfices et de pertes. Ça veut dire que la première année, si tu fais 20 000 de bénéfices nets, ton bénéfice non réparti va être de 20 000. Si à l'état des résultats, tu as 20 000. L'année suivante, tu fais 10 000 de pertes, il va tomber à 10 000, il va passer de 20 moins 10. L'année suivante, tu fais 30 000, il va passer à 40 000. C'est l'accumulation des bénéfices et des pertes depuis le début de l'existence de l'entreprise, excluant, là, je ne t'ai pas dit, s'il y a des dividendes, les dividendes, ça diminue, les bénéfices non répartis. Parce que des dividendes, ce n'est pas une dépense, on prend une partie du capital de l'entreprise. On prend une partie des bénéfices non répartis et on le donne aux actionnaire. Ça veut dire que, première année, 20 000 de bénéfices, 20 000 de BNR qu'on appelle, bénéfices non répartis. Et si tu donnes 10 000 de dividendes, bien, il te reste 10 000 dans tes BNR. Les BNR, c'est la valeur accumulée de l'entreprise, valeur comptable, pas valeur marchande, valeur comptable.
Ça veut dire que si j'ai un bilan des BNR 40 000 $, ça veut dire que j'ai des actifs moins les passifs qui me donnent 40 000 $. C'est l'accumulation des profits, avec, entre autres, les diminutions par rapport aux dividendes. Si il y a eu transfert d'entreprise, est-ce que ça part à ce moment-là ou c'est vraiment si tu dépasses une entreprise de 20 ans d'existence? Si ton transfert d'entreprise se fait sous forme d'action, d'achat d'actions, tu repars avec les chiffres de l'eau. Si tu fais un achat d'actifs, tu repars avec tes chiffres, à zéro. Pas compliqué. Alors, bien, foule en délire, on applaudit M. Benoît Cloutier. Merci. Merci beaucoup. Merci.